Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce vendredi matin est Michael Cosson. Il est député de la première circonscription des Côtes-d'Armor, député MoDem, je le précise. Et il est avec nous en direct. On va parler d'actualité, on va parler de politique et on va parler d'algues vertes, évidemment, ce matin, puisque vous avez piloté, Michael Cosson, bonjour d'abord. Bonjour à vous. Vous avez piloté une mission, enfin un groupe en fait, de réflexion autour des algues vertes. Vous avez remis votre rapport. Et des sargasses. Et des sargasses, évidemment, hein, c'est important de le préciser aussi. Vous avez remis votre rapport. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Alors, on a un peu focalisé sur les algues vertes, c'est vrai, pour des raisons géographiques. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Sur quoi le rapport peut-il déboucher ? Aujourd'hui, la volonté, en fait, c'était de pouvoir, à partir d'une problématique qu'on pouvait nous connaître à l'échelle de notre région Bretagne, de pouvoir l'évoquer à l'échelle nationale, justement, avec ce que peuvent rencontrer nos dom-toms avec les sargasses. La volonté, c'était de pouvoir regarder, même si les causes ne sont pas les mêmes, les conséquences qui peuvent être, même sont similaires. Avec en plus, pour la question des Caraïbes, une dimension internationale, parce que ce sont tout ce secteur qui est envahi par les sargasses, avec des quantités 10 à 100 fois supérieures, puisqu'on parle en millions de tonnes, ce qu'il peut avoir, avec des échouages qui sont en ce moment, notamment sur la fameuse Belle-Île-en-Mer, qui aujourd'hui est totalement envahie de sargasses, avec les conséquences qu'on peut connaître. Et la volonté, c'était de pouvoir, à travers cette problématique, regarder ceux qui apportent des solutions, ceux qui recherchent des solutions, et ceux qui déjà, par ce qu'ils ont trouvé, ont déjà développé un système de valorisation. Et donc, ça a été de pouvoir mettre un focus sur ces solutions qui existaient, sur les freins qu'ils pouvaient rencontrer, et à partir de là, en fait, de pouvoir, ça c'était le premier étage de notre rapport, de pouvoir déjà créer ce consortium qui aujourd'hui chacun travaille de son côté. Ça a permis de mettre en évidence que bien on pouvait associer eh bien les recherches de chacun, les expériences de chacun. Donc c'est pour ça que aujourd'hui il y a un cluster à l'échelle bretonne qui donc s'occupe des algues. L'idée c'est de l'étoffer avec les collectivités, et chercheurs et entreprises des dom-toms pour que justement elles soient encore plus fortes et puis qu'on y apporte une dimension nationale. Dans le même temps, c'est aussi, ça a permis de mettre en avant quelque part des pratiques qui étaient différentes, en tout cas des injonctions qui étaient différentes de la part des services déconcentrés de l'État. Donc ça a aussi permis de révéler que finalement, selon où est-ce qu'on se trouvait, les directives étaient différentes. Donc l'idée, c'est aussi d'homogénéiser les pratiques pour permettre justement à ce que les demandes de l'État soient uniformes et non pas totalement différentes d'un endroit à l'autre. Et puis enfin, c'est aussi l'occasion de pouvoir le porter auprès des différents ministères concernés. Il faut le savoir, une feuille de route a été établie avec le ministère de Agnès Pannier-Runacher il y a à peu près 1 an pour justement parler de la valorisation des algues. Et donc maintenant que cette feuille de route est tracée, il s'agit d'emprunter le chemin et ainsi de pouvoir accompagner ces entreprises qui apportent des solutions, faire en sorte que ces solutions, elles puissent être aussi connaître des financements qui aujourd'hui, à l'échelle européenne, profitent à d'autres pays que le nôtre, et donc avoir cet accompagnement et faire en sorte qu'il faut le savoir, 99,5% des algues qui sont exploitées aujourd'hui dans le monde le sont par la filière asiatique. Demain, c'est que ces 0,5% puissent évoluer et accompagner des entreprises, des fleurons qui aujourd'hui évoluent à l'échelle internationale, mais beaucoup moins à l'échelle nationale, et faire en sorte qu'elles puissent s'implanter sur l'échelon national, qu'on puisse parler d'économie autour de l'économie bleue dont on parle, et faire en sorte que c'est pas parce que du coup on va valoriser des algues qu'on va pas continuer à être ambitieux sur nos cours d'eau. Ça, c'est ce qu'on a pu entendre pendant des décennies. Alors justement, je vous interromps, mais j'allais vous poser la question, parce que évidemment, cette mission Flash et ce rapport va permettre de valoriser, mais en amont, si vous me permettez, il y a toujours la question de l'échouage des algues, de la pollution des cours d'eau, de l'agriculture, là encore. Comment arriver finalement
à valoriser les algues, effectivement, ou s'occuper des sargasses, évidemment, c'est le même principe, mais comment éviter justement alors en ce qui concerne les algues vertes, parce qu'il y a deux questions finalement, en ce qui concerne les algues vertes, on travaille sur la qualité de l'eau, et en ce qui concerne les sargasses, il y a aussi l'environnement et le changement climatique. Le changement climatique, oui, qui va être difficile à contourner. Sur les algues vertes, juste faire un parallèle. Si l'on aborde la question des déchets, pendant plusieurs décennies, même avant, c'est-à-dire qu'on n'amenait pas le citoyen à trier ses déchets. On avait même des décharges à ciel ouvert, et puis on a commencé à parler d'enfouissement. Et puis pour éviter qu'il y ait une masse d'enfouissement, parce qu'on se rend compte des problèmes environnementaux, on a demandé aux gens de trier. Et aujourd'hui, seulement aujourd'hui, après avoir eu nos 3 poubelles comme chacun, eh bien on commence à parler de comment faire pour diminuer nos déchets en amont. Eh bien en fait, sur les algues vertes, on a pris le problème différemment, c'est-à-dire qu'on a d'abord travaillé sur la filière amont pour comment faire en sorte pour diminuer nos algues vertes, ce qui a valu que du coup nos cours d'eau ont pu avoir des taux de nitrate qui ont été divisés par 2, suite aux efforts et à l'accompagnement qui a pu être mené sur la filière agricole. Maintenant, on sait que pour arrêter la prolifération, il nous faudra encore diviser par 2, au moins, pour arriver à ces fameux 10-15 qui nous permettent de pouvoir se dire que l'apport en nutriments ne permet plus à la prolifération. Sauf qu'il y a ce changement climatique qui vient percuter les analyses qui ont pu être faites. On sait que derrière, pour arriver de 30 à 15, ça va prendre un peu plus de temps que ce qu'on a pu faire dans le passé. Et donc, il nous faut apporter des solutions en aval. Et en aval, c'est parler de valorisation des algues. Alors, ce qui est plutôt considéré comme vertueux sur nos déchets parce qu'on fait du tri, eh bien, il faut de la même manière considérer que parce qu'on va valoriser nos algues, eh bien, c'est quelque chose de vertueux, tout en ayant en amont la même intention de pouvoir diminuer l'apport de nutriments qui peut justement générer des algues vertes. Et ceci n'est pas incompatible, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Et c'est arrêter de pouvoir utiliser nos plages comme des décharges à ciel ouvert pour montrer qu'il y a des actions à mener en amont. Non, c'est de se dire, attaquons des deux bouts, faisons en sorte qu'on soit beaucoup plus, exigeant sur l'amont comme sur l'aval, en faisant en sorte que la question sanitaire soit évacuée, faisant en sorte que marcher sur nos plages ne soit pas quelque chose d'utopique en Bretagne, mais que ce soit quelque chose de concret, parce qu'on y aura apporté de la science, parce qu'on y aura apporté des solutions, des autorisations administratives, hein, parce qu'on parle d'innovation, mais il va falloir aussi faire preuve de souplesse. On sait qu'il y a des contraintes environnementales, il faut parfois les soulever et trouver un équilibre entre danger à la population ou danger à la biodiversité. Sachant que l'homme fait partie aussi de la biodiversité. Et donc, lorsqu'il y a un danger risque, parfois aussi pour la biodiversité. L'homme est un danger aussi parfois pour la biodiversité. L'homme est un danger, mais en fait, quand des injonctions deviennent un danger pour l'homme, il faut trouver l'équilibre. Et donc, c'est pour ça que la valorisation des algues, c'est peut-être une solution, parce que tant qu'on continuera à laisser nos algues s'échouer, on sait très bien qu'avec les moyens dont on dispose, ne permettent pas de pouvoir ramasser partout. Donc on aura ce risque sanitaire qui se perpétuera. Et vu qu'en plus, d'après les scientifiques, on en a encore pour 20 à 200 ans, eh ben, il nous faut apporter des solutions, surtout quand elles existent. Avec là encore la lutte face au changement climatique qui lui est devenu une réalité depuis plusieurs années maintenant. Sachant que, comme vous le dites, la lutte contre le changement climatique, rappelez que la France effectivement produit 0,5% des gaz à effet de serre dans le monde, qu'elle a un objectif de diviser par 2, mais quand je vous dis ça, ça veut dire qu'il reste aussi une action à mener avec les 99,5% qui sont produits ailleurs et dont on espère que les objectifs soient aussi ambitieux que celles de la France pour pouvoir avoir que l'action de la France ait un sens et pas qu'on se retrouve à produire moins pour que d'autres produisent plus. On pense aux propos de Donald Trump qu'on voit beaucoup dans l'actualité ces dernières heures. Regardez la Chine aussi, l'Indonésie. Après, la Chine a fait des efforts, nous dit-on. Elle sous-traite à l'Indonésie. Regardez les efforts de l'Indonésie, vous comprendrez un petit peu pourquoi elle fait des efforts. Voilà, là, il y a un travail international il y a un travail de culture et puis de pragmatisme à juste regarder les résultats pour voir un petit peu ce que l'action de la France pourra apporter sur le changement climatique. Alors, il y a un autre grand sujet qui nous concerne un peu partout en France, mais nous ici en particulier en Bretagne, c'est le logement.
vous êtes emparé de ce projet, de ce sujet également. Le logement aujourd'hui, c'est comment se loger en Bretagne, alors que la Bretagne attire beaucoup, que il y a de nouveaux arrivants. Mais voilà, on a une loi sur la zéro artificialisation des sols qui ne permet plus de construire sur des terres agricoles. Donc comment fait-on? Est-ce que on fait des immeubles, on reconstruit en hauteur, ou est-ce qu'il faut mieux organiser l'aménagement du territoire en termes de foncier? Alors, sur la question du logement, donc j'ai un rapport qui va bientôt être remis suite à une commande de Valérie Létard avec mon collègue Daubresse qui est sénateur. Et aujourd'hui, dans quelques jours, on remettra justement pour relancer le logement. Ça, c'est l'objectif parce qu'aujourd'hui, on a une situation cataclysmique. Certains résultats montrent qu'on arrive à des chiffres d'après-guerre. Donc, c'est vous dire que derrière, on arrive à un gros problème de logement. Aujourd'hui, il faut le savoir, le parcours résidentiel est totalement grippé. En plus, la production est totalement, pratiquement à l'arrêt. Et donc, il faut pouvoir relancer cette dynamique parce que se loger, c'est la première des insécurités lorsqu'on n'a pas de logement. Souvent, on parle d'insécurité en France, mais lorsque vous n'avez pas de toit, c'est encore plus insécurisant. Et donc, c'est de faire en sorte que, bien, à chaque étape de sa vie, contrairement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, quand on devient étudiant, qu'on puisse se loger facilement et qu'on ne renonce pas à étudier. Quand on devient jeune actif, qu'on ne renonce pas à s'installer à un endroit où on aimerait exercer ce métier, mais que parfois on y renonce parce qu'on ne peut pas s'y loger. Et lorsqu'on devient en plus senior, ce qui, lorsqu'on regarde la pyramide des âges, qu'on a tous appris à l'école, sur les bancs d'école, que peut-être nos hauts fonctionnaires auraient dû la regarder ou réviser leurs cours pour s'apercevoir que finalement on n'a pas anticipé sur le logement, parce que apporter des solutions à nos seniors lorsqu'ils souhaitent se rapprocher des commodités, c'est aussi un autre problème qu'on rencontre à une autre étape de sa vie. Donc tout cela, il va falloir le fluidifier. Et aujourd'hui, ce qu'on connaît dans le parc locatif privé comme public, avec cette extension d'attente, eh bien en fait, c'est tout simplement le résultat parce que du coup, on n'a pas su anticiper. Donc il y a un rapport qui va être remis prochainement pour justement relancer ce logement. Sur la question du ZAN, dont vous me parlez, le ZAN, c'est effectivement quelque chose qui rend pas les gens zen, en tout cas moins les élus. Et aujourd'hui, en fait, c'est de réfléchir à comment on fait pour que justement, notamment pour la Bretagne, dont on annonce 500 000 habitants supplémentaires dans les 10 prochaines années, ou dans les 20 prochaines années, comment on fait pour que justement on puisse les loger dans les bonnes conditions, sachant qu'on a eu un mode d'artificialisation de ces 50 dernières années qui était un peu différent de ceux-là de nos 100 années précédentes, puisqu'à l'époque, on essayait de construire, parce qu'on n'avait pas la voiture, dans des conditions un peu moins lâches, mais qui permettaient de pouvoir être proche des commodités tout en ayant des activités. Je pense qu'il va nous falloir mettre un peu plus de souplesse sur nos documents d'urbanisme, parce que depuis 50 ans, avec nos postes, nos PLU, nos PLUI maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue à juxtaposer des zones pour se loger, des zones pour aller faire nos achats, des zones pour aller travailler, des zones pour accueillir nos équipements. Ben, je pense qu'il va falloir mettre davantage de souplesse, qui permettra de pouvoir consommer beaucoup moins d'espace agricole, tout en ayant encore des ambitions de pouvoir se loger. La verticalité dont vous parlez, c'est pas de faire des tours comme il y a eu à une époque, mais regardez nos centres-bourgs ou nos centres-villes, ils sont tous équipés de R+3, et ce qui n'a pas empêché aux gens de pouvoir y habiter. Donc je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il faut bien entendu optimiser aussi les surfaces qui sont déjà artificialisées, repenser nos friches qui doivent être des ressources justement de construction demain, avec justement les outils qui permettent de pouvoir accompagner d'un point de vue financier, plutôt que tirer des tuyaux comme on a pu faire pendant des années, qui coûtent énormément aux collectivités, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les budgets des EPCI, le plus important, c'est souvent le renouvellement de l'assainissement. Et souvent, on est en train de changer des tuyaux qui ont entre 50 et 100 ans. Et je ne vous parle pas lorsqu'on va arriver à nos tuyaux de moins de 50 ans, où est-ce qu'on a une artificialisation galopante. Je pense que là aussi, on aura des coûts qui vont aussi grimper de façon vertigineuse. Alors, il y a des pistes. Vous parliez des friches. On a beaucoup de friches industrielles aujourd'hui. Bon, ça pose aussi le problème environnemental. Il faut les dépolluer, il faut les préparer finalement pour les réhabiliter. Mais ça veut dire aussi que ça a un coût, là aussi, dans un budget contraint. Et puis, il y a des immeubles de bureaux. On le voit. Alors, on parle beaucoup de Paris. Vous avez pu voir la transformation des bureaux en logement, loi portée par mon collègue Debier, dont j'ai participé justement pour pouvoir justement créer cette souplesse. Après, il y a bien entendu la
contrainte technique dont on est bien conscient, mais c'est aussi des millions de mètres carrés qui aujourd'hui sont inoccupés, qui peuvent trouver justement un nouvel usage et permettre ainsi de pouvoir se loger, surtout lorsque les commodités sont à proximité, parce que souvent, qui dit bureau dit transport en commun à proximité, dit service à proximité. Et donc, c'est une manière de pouvoir répondre à l'offre de logement qui est aujourd'hui pas suffisamment présente, alors qu'on dispose de millions de mètres carrés qui sont, eux, bien présents et inoccupés. Donc, c'est une manière de répondre à la vacance et de pouvoir produire des logements. Alors, dans les campagnes, on a le cas du Centre-Bretagne qui se développe et avec les axes routiers et peut-être ferroviaires. Il y a cette question de cette femme, on en parle très souvent ici, de cette ligne Saint-Brieuc-Auray. Alors, qu'adviendra-t-il? Sera-t-elle réouverte? Mais il y a une demande réelle. Là aussi, il y a un aspect économique. Sur les mobilités, c'est important aussi d'allier mobilité et logement. Oui, d'ailleurs, en fait, préciser que cette fameuse loi transformation bureau et logement, tout le monde en parle de cet aspect-là, mais tout le monde a déjà omis qu'il y a un deuxième point qui est justement de faciliter les changements en destination de bâtiments agricoles qui n'ont pas eu d'usage depuis plus de 20 ans pour les transformer au logement. C'est un autre point qui permet de vraiment toucher à la ruralité et répondre aussi à la volonté de certains de pouvoir s'établir en milieu rural parce qu'ils trouvent un intérêt et de pouvoir justement, par rapport à cette loi ZAN, de pouvoir y pallier par justement l'installation de nouveaux logements et ainsi revitaliser notre ruralité. Et bien entendu, il y a la question de la mobilité. Aujourd'hui, en fait, souvent lorsqu'on parle de mobilité, on va décrier la voiture comme quelque chose de polluant, mais parce que du coup, c'est pour celles et ceux qui restent encore à l'ère fossile. Et vous avez bien remarqué que nos concessionnaires, qui ne sont pas des philanthropes, eux commencent déjà à construire des véhicules propres qui permettent de pouvoir se dire que, en plus des transports en commun, que peut être le train ou que peut être les bus, on aura des véhicules qui permettront de circuler proprement. Tout cela, en fait, ça doit se faire progressivement, mais déjà, la démarche est enclenchée. Après, il ne faut pas casser les choses quand on parle d'industrie, on parle de réindustrialisation. Il ne faut pas faire en sorte que ces mobilités profitent à nos Asiatiques qui, eux, inondent le marché. Donc, c'est trouver des équilibres. C'est un peu comme l'environnement punitif. Lorsqu'il est trop punitif, on a le coup de bâton. Et donc, c'est comment, justement, tendre vers l'environnement. Il n'y a pas besoin de prendre sa carte chez les écologistes pour faire de l'environnement. Mais il faut faire preuve de pragmatisme et de se dire que pour, justement, y tendre, il faut non pas dresser des murs ou des injonctions, mais dresser des escaliers et des accompagnements. Et c'est comme cela qu'on y arrivera. Et je crois qu'aujourd'hui, l'environnement appartient à tous, parce que chacun en est conscient. Maintenant, ne dressons pas des murs ou des barrières. Il ne faut pas qu'il y ait un seuil idéologique, finalement. Il faut que ce soit très transpartisan. D'ailleurs, au niveau de l'environnement, on entend beaucoup de gens, quelle que soit leur sensibilité politique, qui sont, à part les climato-sceptiques, mais ça c'est un autre débat, qui sont justement aujourd'hui préoccupés par justement ces questions de mobilité, de respect de l'environnement. Pardon. Alors sur la mobilité, justement, là vous parliez de complémentarité. Il faut aussi des infrastructures, on en entend beaucoup parler. Là aussi, ça a un coût. Comment arriver à développer des infrastructures dans le budget contraint que l'on connaît aujourd'hui? On peut parler du contournement sud. Voilà, par exemple. Pour nos auditeurs lointains, il s'agit du contournement sud de Saint-Brieuc, de la Nationale 12. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une décision d'arrêter le tracé qui était prévu initialement depuis quelques décennies. Tracé qui aujourd'hui, par son arrêt, procure un engorgement de la Nationale 12. Et tout cela pour des raisons environnementales. Et moi, c'est pour ça que je précise, il y a 500 000 Bretons qui vont être de plus sur notre région. Ils n'ont pas pour vocation à devenir totalement sédentaires. Ils n'ont pas vocation non plus à ne plus être alimentés. Et donc, il y aura toujours des transports pour leur permettre de s'alimenter. Et donc, comment on fait pour justement faire en sorte que ce contournement sud puisse avoir lieu? Parce que la Nationale 12, elle est totalement saturée. J'ai pas comme ambition, en tout cas lorsque vous êtes élu, de considérer que la Nationale 164 devienne le contournement des Côtes d'Armor.
j'ai pas ambition non plus que derrière notre territoire devienne une zone blanche. J'ai plutôt envie qu'elle devienne vitale. Et donc je pense que il va nous falloir trouver des solutions pour aboutir à ce contournement, parce qu'il devient primordial, parce que pour des questions de sécurité. Et faites confiance au fait que nos mobilités vont évoluer et permettront demain de rouler proprement, et que cet argument de pouvoir se dire que plus on créera d'infrastructures, plus on créera de pollution, je pense que les gens continueront à se déplacer, mais d'une autre manière, mais certainement pas en vélo cargo pour pouvoir distribuer l'ensemble de nos activités qui, j'espère, deviendront florissantes en Bretagne, plutôt qu'elles se fassent ailleurs ou qu'elles arrivent par avion. Voilà, alors l'avion, c'est aussi une question. On a beaucoup parlé à ce micro, d'ailleurs, de devenir de l'aéroport de Saint-Brieuc, qui voit de moins en moins de trafic. Là aussi, qu'en faire? Alors, on sait que, par exemple, le groupe écologiste aimerait y mettre des panneaux solaires. Il y avait eu un projet également d'y faire un circuit automobile. Alors, c'est pas très vertueux pour l'environnement, on l'aura compris. Sauf si c'est des véhicules électriques. Alors, sauf si c'est des véhicules électriques. Maintenant, d'un point de vue économique, parce que là, on est quand même sur l'économie, est-ce que c'est vital de garder un aéroport alors que le TGV aujourd'hui nous met à 2 heures de Paris? Alors, peut-être qu'il faut regarder, non pas pour pouvoir décoller des passagers ou faire décoller des passagers ou atterrir, mais il faut peut-être le regarder par rapport aux entreprises à proximité. Il y a un groupe, le groupe Regour aujourd'hui, qui s'occupe de pouvoir de faire de la maintenance sur les avions, qui aujourd'hui rétrofite des avions pour pouvoir les faire repartir en vol, qui représente une 40aine de salariés, dont si l'aéroport disparaît, ce sont 40 emplois qui disparaissent, avec en plus potentiellement à la clé, si celui-ci est pérenne, c'est une centaine d'emplois qui viennent s'y ajouter. Donc c'est une réflexion qu'il nous faut avoir. L'aéroport de Trémuson, comme vous le dites, fait suite à la fermeture de l'aéroport de Saint-Brieuc, qui est toujours en friche. Donc le but, c'est pas de pouvoir demain continuer à construire des friches, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qui existe. Surtout quand vous savez que l'aéroport de Saint-Brieuc, c'est le seul aéroport qui peut accueillir les M400, qui sont des avions militaires qui permettraient de pouvoir alimenter nos différentes bases liées à la défense nationale en Bretagne, et elles sont nombreuses, parce qu'il y a 2 pistes qui peuvent les recevoir, c'est celle de Brest et celle de Saint-Brieuc. Donc si on ferme celle de Saint-Brieuc, il ne sera plus que celle de Brest, qui est déjà encombrée par les autres trafics liés aux passagers. Donc c'est une réflexion qu'il nous faut avoir. C'est je pense, l'occasion de mettre sur la table les différents partenaires que peuvent être la région Bretagne et même l'État, et de savoir qu'est-ce qu'on veut pour demain pour les Côtes d'Armor. Est-ce qu'on considère qu'on crée une deuxième friche, ou alors on tient compte des emplois présents et à venir, ou alors on considère qu'on veut rayer de la carte Saint-Brieuc, et dans ce cas-là, continuons ainsi. Et après, ce sera forcément des problèmes pour les entreprises présentes, et puis tout un écosystème autour de l'aéronautique. J'étais présent à Bourget, au Bourget, mardi, justement avec la stratégie aéronautique de la Bretagne. Il y a quand même des grosses entreprises qui sont présentes sur notre territoire et qui souhaitent encore venir s'y implanter. Donc faisons en sorte de participer au gâteau plutôt qu'on nous exclue définitivement de ce service et de ces emplois, de ces formations qui permettraient à nos jeunes de pouvoir être captés plutôt qu'ils continuent à aller ailleurs. Alors, sur l'utilisation militaire possible de l'aéroport de Saint-Brieuc, on sait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique très compliqué, on va en dire un mot tout à l'heure, qu'il y a aussi une volonté de réarmement de la France face aux menaces extérieures. Est-ce que ça peut être justement le point d'entrée pour valoriser cet aéroport Ça peut être un des points d'entrée, puisque comme je vous le disais, par rapport aux caractéristiques de longueur de la piste, il n'y a que 2 pistes en Bretagne capables de pouvoir accueillir les types d'avions, donc c'est une réflexion. Et en plus, autour de cet aéroport, on a des entreprises qui aujourd'hui participent à la construction de nos Mirages ou autres, et pourquoi pas justement tenter cette piste pour justement voir ce que ça pourrait donner, plutôt que l'exclure et se retrouver avec une deuxième friche à donner une nouvelle vocation. Parce qu'on sait très bien que les friches
même si aujourd'hui, demain, ce seront nos ressources, elles sont quand même compliquées à pouvoir réhabiliter et à retrouver une fonction. Voilà, donc le dossier reste ouvert et peut-être donc des avions militaires à Saint-Brieuc. Voilà, on verra. Néanmoins, Saint-Brieuc, vous parliez de la ville tout à l'heure et de ses environs. Saint-Brieuc a joui ces dernières années d'une mauvaise réputation. On a vu sur les réseaux beaucoup de Saint-Brieuc bashing, beaucoup de mots qui étaient très durs pour cette ville des Côtes-d'Armor, cette préfecture des Côtes-d'Armor. Or, Saint-Brieuc, aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a un Saint-Brieuc revival, si vous me permettez cet anglicisme, et que le monde économique a commencé à tourner son regard vers la ville. Disons que c'est vrai que quand vous parlez de ça, c'est vrai que moi je suis briochin, donc je suis avant tout attaché à ce que Saint-Brieuc vive et puis du coup soit non plus source de problèmes mais source de solutions. Et c'est vrai qu'il y a un élément dans le paysage aujourd'hui briochin qui a émergé depuis peu avec l'inauguration du Totem, qui était donc l'ancienne CAF. Et c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir saluer ceux qui ont cru en ce projet. Je pense notamment à Bruno Jaucourt au tout départ et à ceux qui ont poursuivi l'action, aux présidents présidentes et présidents qui l'ont succédé, qui ont permis de pouvoir voir le jour avec ce totem. Parce que ce totem, il va non seulement abriter des entreprises innovantes, des startups qui tournent autour de l'intelligence artificielle, du numérique, mais aussi de l'environnement, et qui puissent être demain porteuses de solutions, qui puissent ensuite s'établir d'un point de vue économique sur notre territoire plutôt qu'ailleurs. Et donc c'est un formidable renouveau pour le Totem de pouvoir se dire que demain on a même aujourd'hui des entreprises innovantes qui vont venir s'y implanter, en espérant encore en avoir beaucoup. Il reste de la place. Et on est content d'ailleurs d'accueillir Bretagne 5 au 1er septembre, enfin à partir du 1er septembre. J'espère que les travaux iront dans ce sens-là. Et je crois que c'est vraiment une forme de renouveau qui permet de pouvoir se dire, un petit peu comme le légué, vous savez, il y a des gens qui, il y a une trentaine d'années, considéraient le légué comme un repoussoir. Aujourd'hui, on est plutôt, grâce à des élus, notamment Bruno Jaucourt, comme un lieu où tout le monde veut y être. Et donc, comme quoi, rien n'est écrit, tout est une question de cycle. Et donc, peut-être que le Totem sera l'entrée d'une dynamique et qu'on souhaite lorsqu'on est justement un petit gamin qui a fait ses études à Saint-Brieuc et qui est très attaché à son territoire. Et bien entendu qu'on a envie que Saint-Brieuc, on en parle mieux, parce que je pense que Saint-Brieuc mérite mieux que ce qu'on peut entendre. Voilà, il y a beaucoup de bashing, comme l'on... Pardon, décidément, ce matin. Il y a beaucoup de bashing, comme l'on dit, autour de Saint-Brieuc. Alors... Sauf ce qui est assez marrant, il y a ceux qui sont partis, lorsqu'ils reviennent, ils sont contents de revenir à Saint-Brieuc parce qu'ils ont découvert autre chose ailleurs qui n'est pas forcément plus merveilleux. Et puis, il y a ceux qui viennent de l'extérieur qui trouvent un intérêt, parce que ça reste une ville à taille humaine. Maintenant, il faut revitaliser tout cela, ça c'était certain, parce que du coup, il y a quand même, faut pas le nier, un problème au niveau du commerce. Donc, c'est comment recréer toutes les conditions qui permettent de pouvoir vivre mieux à Saint-Brieuc. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'être à la fois proche du littoral, à la fois proche du rural, et de disposer des services. À nous de créer les conditions pour qu'on puisse non seulement étudier, non seulement s'établir dans sa vie active, et puis aussi vivre des jours heureux au cours de ces jours un peu plus vieux. Un peu plus difficile en ce moment. Alors, je précise pour nos auditeurs lointains, là encore, que le Légué, c'est le port du Légué, donc le port de Saint-Brieuc. Oui, pardon. En partie d'ailleurs, il faudrait le port d'Armor. Voilà, très joli. Voilà, donc je voulais le dire. Et le Totem, effectivement, vous avez fait un petit clin d'œil à Bretagne 5. Normalement, si les travaux avancent bien, le 1er septembre, je présenterai la matinale depuis le nouveau studio de Bretagne 5 au Totem. Voilà, fallait que ce soit dit également. Un petit mot très rapide, parce qu'il nous reste peu de temps. On parlait tout à l'heure situation géopolitique très tendue et on imagine bien qu'aujourd'hui ça a une incidence aussi sur la vie politique française. Comment sortir alors de cette crise là, évidemment par la diplomatie on l'espère, mais comment sortir de ce climat tendu, de ce climat politique tendu aujourd'hui en France? Aujourd'hui en fait il y a 3 blocs.
On peut pas le nier, il y a 3 blocs. Maintenant, en fait, il faut que les hommes et les femmes qui composent ces 3 blocs soient en capacité de pouvoir se mettre d'accord sur un programme, sur qu'est-ce que veulent les Françaises et les Français. Et ça, c'est faire preuve de raison. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus de discours de passion que de raison. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la formidable chance que nous avons, c'est de s'entendre et non pas comme c'est le cas, de ne pas s'écouter. Et c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter parce que le temps imparti est déjà écoulé, comme l'on dit. Mickaël Cosson, député de la première circonscription des Côtes-d'Armor, député MoDem, était avec nous ce matin en direct. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.